Lors d'une précédente vidéo, je vous expliquais pourquoi vous devriez apprendre le bash. Dès que vous devez travailler dans un environnement extérieur, un environnement hostile, un environnement non contrôlé, qui doit interagir avec de multiples systèmes d'applications et de multiples versions, il n'existe simplement aucune solution, aucune alternative qui vous permettra de résoudre ces problèmes aussi rapidement et aussi efficacement qu'avec du bash. Et je vous partageais un exemple concret, la migration de 1500 applications et sites web en environnement LAMP pour Linux, Apache, MySQL ou MariaDB et PHP. Ces configurations Apache, en plus de 1500 au total, ont été créées manuellement au fil du temps et présentent un formatage qui mélange allègrement des espaces, des commentaires et des tabulations. Aujourd'hui, nous allons voir une utilisation du bash dans un autre contexte, celui de la cybersécurité. L'écriture d'un script shell pour deux grands cas d'usage, celui de l'administration système et du pentest. Alors, avec des milliers de programmes déjà disponibles sur Internet, pourquoi écrire ses propres outils? Pourquoi tenter de réinventer la roue? En décembre dernier, j'intervenais auprès d'une équipe de pentesters engagée dans un contrat au challenge. Ces ingénieurs chevronnés et techniquement plus compétents que moi avaient réussi à compromettre une application du client et obtenir un accès utilisateur sur un système Linux. Pourtant, la semaine qui a suivi a tenté de trouver des exploitations locales a échoué. Dans ce contexte un peu tendu que le dirigeant de la société sollicite mon aide. Une fois les dispositions contractuelles réglées, je démarre mon intervention. Et c'est à peine 45 minutes plus tard que je leur apporte le Saint Graal. Une copie intégrale du disque, les clés d'authentification, les certificats SSL, le code source des applications, les outils d'administration interne, bref, la totale. Lors de mon dernier live, je vous révélais l'un de mes secrets de pentester, être personnel. Quelqu'un qui utilise un nom comme ça, c'est rarement le fruit du hasard, et j'avais créé un dictionnaire spécifique qui était généré à partir de ces noms-là. Ça m'avait permis de trouver le mot de passe-route de la machine. Le fait est que les outils disponibles sur le marché, bien que leur utilisation soit pertinente et adaptée à des tas d'utilisations, n'ont pas été écrits spécifiquement pour votre analyse et votre approche personnelle de la situation. En effet, dans le monde réel, et si l'on fait abstraction des zero day, vous ne devriez pas rencontrer de vulnérabilité particulière. Les systèmes sont à jour et correctement administrés dans la grande majorité des cas. Il est alors nécessaire d'utiliser une autre voie. Nonobstant le social engineering que j'ai déjà traité dans une précédente vidéo, dans la pratique, l'attaquant exploitera les vulnérabilités humaines ainsi que sa connaissance de la cible et de son environnement, tels que les utilisateurs, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, en utilisant la manipulation, la supercherie et l'influence pour atteindre ses objectifs. Le facteur humain peut être exploité de différentes manières. Savoir comprendre et se mettre à la place de ceux que vous affrontez permet d'explorer d'autres chemins. Au fur et à mesure de votre progression, que ce soit en tant qu'administrateur système, réseau ou pentester, vous allez acquérir de l'expérience. Ces dizaines, voire centaines cas de figure que vous allez rencontrer sont autant d'occasions d'aiguiser vos sens et d'affiner vos compétences afin de devenir meilleur. Aucun outil actuel ne sera capable de vous révéler une vulnérabilité de type contournement des droits via l'héritage de permissions, pas plus que la présence de fichiers d'archives accessibles en lecture et contenant respectivement un backup complet du répertoire /etc, des outils d'administration spécifiques au système, encore une image compressée du disque de la machine. C'est dans ces moments-là, au-delà de tout ce que vous avez pu apprendre, que votre expérience et votre imagination peuvent faire toute la différence. Et si vous pouvez les coder, les transformer en outils, elles peuvent devenir de super pouvoirs. Avant de passer au script à proprement parler, 3 éléments à noter. Petit 1, si vous n'êtes pas familier du langage bash, ce que je vous conseille, en dehors du fait de vous y mettre, c'est de vous contenter d'ajouter toutes les lignes de commande utiles que vous pourrez rencontrer à votre script. Le fichier ainsi pourra être exécuté et réitéré, répété de différentes manières, et vous pourrez dans un second temps venir l'améliorer, le factoriser pour en faire un meilleur outil. Petit 2, le script que nous allons voir ensemble n'est pas le même script que j'ai utilisé dans l'exemple que je vous ai donné plus tôt. L'idée ici, c'est de démarrer quelque chose de nouveau avec vous pour vous mettre le pied à l'étrier, pour que vous puissiez comprendre mon mindset, mon approche personnelle dans ce genre de situation et que vous puissiez développer vos propres outils. Dernier point, même si mon exemple ici est plus particulièrement adapté au système d'exploitation GNU Linux au travers du langage Bash, vous pouvez parfaitement appliquer la même méthode pour d'autres systèmes d'exploitation et d'autres langages. Vous pouvez par exemple utiliser PowerShell avec le système Microsoft Windows. Bon, sur ce, le moment que vous attendez tous, place au code. Alors avant de commencer l'écriture du script à proprement parler, il faut noter qu'en général, c'est pas dans ce genre de circonstances qu'on les écrit. Au fur et à mesure de votre expérience, des use cases que vous allez rencontrer, vous allez prendre des notes sur tout ce que vous faites et vous allez dire ça c'est une approche intéressante. Par exemple, tiens là j'ai trouvé ça, ça peut peut-être se reproduire sur un autre système. Vous notez ça, puis après vous allez intégrer ça dans un script que vous allez améliorer au fur et à mesure. L'idée c'est de vous donner plus un concept général. Je ferai une autre vidéo pour ceux qui sont vraiment complètement réfractaires à toute notion de développement ou de
programmation pour vous montrer une autre façon de faire que vous pourrez améliorer dans un second temps, pas spécialement dans un périmètre cybersécuritaire, mais le principe est le même. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en préambule, j'ai écrit le script pour éviter de vous faire une vidéo qui dure 2 ou 3 heures, et je vais vous l'expliquer et vous le commenter. Alors c'est un petit script, il n'est pas très long. Je vous commence par la fin pour vous montrer les grandes lignes de ce qu'il fait, puis après on va revenir sur chaque section séparément pour voir un peu plus dans le détail comment c'est écrit. On a une petite partie juste qui n'est pas, que j'ai pas mis dans une fonction, qui est un test juste qui vient voir si la variable option, vous verrez c'est le premier paramètre en fait qu'on passe au script, contient "-save", et si c'est le cas, on va venir sauvegarder la sortie dans un fichier txt qui va nous servir de fichier de rapport. Par défaut, le script va nous donner en fait ces résultats à l'écran, sauvegarder ça en plus dans un fichier tout en l'ayant à l'écran. C'est pour ça que j'utilise la commande t qui permet de faire ça comme son nom l'indique, c'est un t, donc elle vous permet à la fois d'envoyer dans un fichier tout en continuant à rediriger vers la sortie standard. Check permission, check underscore permission, c'est une fonction qui va venir checker, comme son nom l'indique, des permissions. Donc ici, je vous ai mis deux grands exemples connus dans le domaine de la sécurité, les exécutables SUID et SJID. Alors vous pouvez appeler cette fonction autant de fois que vous souhaitez, il vous suffit ensuite juste d'adapter en fait les permissions pour le type de permission de fichier que vous pouvez rechercher en fonction des systèmes, des use cases. Il peut y avoir des variantes qui peuvent être intéressantes. Check Writable Directories, ça sert simplement à venir chercher s'il y a des répertoires dans lesquels on peut écrire, ce qui peut être intéressant par la suite. Interesting Files, ici je l'ai mis dans une variable. Si vous êtes dans un contexte purement d'administration système, vous pouvez mettre ça dans un fichier séparé en .txt. Je l'ai mis dans une variable parce que quand on est par contre dans une approche pentesting, moi il m'arrive d'être dans un cas où j'accède à une machine en ayant compromis un KVM par exemple, je ne peux pas faire de copier-coller dedans, donc le seul moyen d'injecter des choses, c'est j'utilise en fait une clé qui va permettre en fait de simuler un clavier. Il faut le faire à la bonne vitesse parce que si vous allez trop vite dans un KVM, parfois ça marche pas. Et donc écrire tout dans un seul fichier, pour moi c'est plus facile qu'écrire une multitude de fichiers. Donc ici j'ai mis la liste des fichiers dans une variable. Dans l'exemple que je vous donne, c'est adapté en fonction de ce que vous désirez. Check Writable File, qui prend comme option Interesting Place, va chercher des fichiers ouverts en écriture dans des zones qu'on a déterminées dans la variable Interesting Place. Vous pourriez le faire sur tout le système, il vous suffit de mettre tout le système en Interesting Place, mais moi je cherche sur des zones particulières en général comme /tmp, vartmp, devshm, des endroits où souvent des scripts ou des applications viennent écrire, parfois temporairement, parfois elles laissent les choses un peu traîner, des fichiers qui peuvent être relus et réexécutés par une application qui a des droits supérieurs aux vôtres, qui peuvent permettre d'injecter des commandes, tout ça. Check Compressed File, je viens chercher une liste de fichiers compressés. Alors, dans le cas que je vous expliquais plus tôt de l'équipe de pentester que j'ai aidé, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est pas cette fonction que j'ai utilisée, mais c'est quelque chose d'assez proche. Cette image de disque, elle était présente dans un fichier qui s'appelait sda1.img.gz. Alors, il était situé dans la racine, mais la racine n'était pas accessible en lecture. Si vous faisiez un ls, le chmod était sûrement positionné sur 701, quelque chose comme ça, ça vous envoyait un message d'erreur. Mais en fait, dans mes scripts, je brute force un certain nombre de noms dont j'ai l'habitude, dont tout le nom des disques présents sur la machine avec des extensions de type .img, .img.gz, .img.tar, juste le disque en .tar.gz. En fait, j'ai toute une liste comme ça que je check. Le fichier lui-même était accessible en lecture, mais il fallait savoir qu'il était là. Donc, comme je ne le sais pas par défaut, je teste tout un tas de combinaisons que j'ai souvent rencontrées. Ici, on va juste aller chercher des fichiers compressés. Ceci dit, cette même fonction, je l'utilise toujours parce que le nombre de fois où j'ai pu compromettre des systèmes parce qu'un fichier compressé contenait des choses qu'il n'aurait pas dû, comme une copie du /etc qui a été faite par l'administrateur, une application avec le fichier login mot de passe qui n'est pas censé être accessible normalement en lecture, mais le fichier d'archive qui a été fait de backup, il l'est, etc. Ce sont des choses qui arrivent assez souvent. Donc ici, j'ai mis un check par file extension. Ce qui est très intéressant par la suite que vous pourrez ajouter, c'est que je viens checker aussi après par file type, parce que parfois, certains renomment les fichiers pour pas qu'on sache que c'est une extension d'archive, que c'est un pointeur ou un zip ou autre, et ils pensent les dissimuler comme ça, et vous pouvez les trouver avec la commande file. Check sudo, c'est juste pour lister toutes les commandes qui peuvent être disponibles via sudo, donc ça je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, pourquoi pas sudo. Check crontab, s'il y a des crons installés, on trouve des fois des choses très intéressantes, en dehors des fichiers qui peuvent être intéressantes, des fois il y a des paramètres qui sont passés au fichier, et dans ces paramètres, des fois il y a des choses qui ne devraient pas y être non plus. Check connection, c'est une liste des connexions ouvertes sur la machine, on peut y découvrir des fois des serveurs qui tournent en local seulement, comme un serveur Node.js, en fait, parce qu'il y a un reverse proxy connecté dessus, ou un serveur en Python ou autre qui a été écrit et qui tourne, qui peut être exploité du coup depuis cette connexion locale. Check process, on va juste venir faire une commande PS en gros pour lister et récupérer la liste de tous les processus auxquels on a accès et quelques informations sur eux. Voilà pour les grandes lignes. Donc on va revenir au début du script. Alors, notre déclaration de variable en premier.
Alors vous remarquez que toutes mes variables sont en majuscules. Ça, c'est pas une bonne pratique. Je le fais parce que pour la majorité, la grande majorité d'entre vous, c'est plus lisible à l'écran quand je mets ça en vidéo. Par contre, attention, les noms en majuscules sont les noms utilisés par les variables du système. Donc si vous utilisez le nom d'une variable qui est déjà utilisée par le système et puis après vous faites appel à une commande qui en fait utilise ce nom de variable, vous pouvez fausser un peu le fonctionnement. Si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, utilisez des minuscules et si vous avez besoin esthétiquement de différencier les variables, vous pouvez faire un petit code à vous, les précéder. Par exemple, j'avais un copain, salut Sam si tu passes par là, qui mettait des underscore par exemple dans ses noms de variables et puis il lui suffisait de faire un grep de ces underscore pour savoir que c'était son code et puis que c'était que des variables en fait qu'il avait nommées comme ça. Option $1, ça veut dire que c'est le premier paramètre qu'on va passer au script, à l'exécution. Ben, c'est celui que vous avez vu en fait en bas qu'on vient de checker. C'est si option est égale à --save, alors je viens écrire dans un fichier. Rien ne vous empêche bien sûr de rajouter toutes les options que vous souhaitez. Alors là, c'est un if parce qu'il y en a une. S'il y en a 2, 3, 4, ça va encore. Si vous commencez à ajouter une ribambelle d'options à votre script, vous pouvez utiliser case qui est plus adapté. Ensuite, hostname, on vient juste récupérer le nom de la machine. Bon, je peux vous montrer ce que ça m'a fait en même temps. Donc ici, la machine, par exemple, elle s'appelle Creator. C'est la machine que je me sers pour faire mes vidéos. Date, alors ça, c'est un format de date que j'ai l'habitude d'utiliser dans beaucoup de scripts à moi. Donc j'ai gardé le mien pour le coup. Je vous montre ce que ça donne en résultat. Je m'en sers souvent pour le nommage des fichiers. Ça donne un nommage qui nous donne l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde correspondante. Report file, c'est le nom du fichier de rapport si on demande la génération de rapport qui sera généré. Donc ici report-hostname- le format de date qu'on vient de déclarer juste avant. Interesting file, c'est une liste de fichiers qui sont intéressants pour moi à rechercher. Alors c'est très loin d'être une liste exhaustive. Je vous ai donné quelques fichiers d'exemple parce que Bash History, on peut trouver dans les historiques des fois des commandes intéressantes, des erreurs, des fois des gens qui ont tapé un mot de passe en pensant que c'était une commande parce qu'ils ne regardaient pas leur écran, des choses comme ça. Donc il y a plein de choses. Bash logout, ce qui s'exécute à la sortie du compte. Alors je vous l'ai mis pour Bash, ça peut être variable pour d'autres, ça peut être valable d'utiliser après d'autres fichiers pour d'autres shells. Là vous allez adapter en fonction du système que vous avez compromis ou du système que vous administrez, si c'est en tant qu'administrateur système. Pour SSH, répertoire classique, vous allez trouver des clés, les no-host, authorized key que vous me voyez redéclarer séparément. Pourquoi? Simplement, parfois on peut en trouver ailleurs, en dehors des répertoires SSH. Elles ont été sauvegardées ou alors parce qu'une clé va être utilisée par une application et des fois on trouve de belles petites merveilles. Interesting place, c'était la seconde option d'une fonction. Je vous ai dit là, c'est des zones où je vais venir chercher des fichiers dans lesquels je vais écrire. Pourquoi dans ces zones? Parce que souvent ces zones sont utilisées par des programmes ou des scripts pour venir écrire des fichiers soit temporaires qui sont réutilisés après comme entrée. Et ça permet parfois d'injecter des commandes. Alors ça, si vous êtes du point de vue du pentester, si vous êtes du point de vue de l'administrateur, de dire, oula, peut-être que je vérifie bien ça, que ça soit créé avec les bonnes permissions, ou le cas échéant, que je fasse ça ailleurs dans un répertoire temporaire dédié au script qui est inaccessible pour le reste du système. Fonction title, vous ne m'avez pas vu l'appeler plus tôt parce que je l'appelle à l'intérieur d'autres fonctions. Elle sert juste à afficher un titre qui soit pas trop moche pour moi. Fonction end, elle fait la séparation entre chaque check. La fonction check permission, donc qu'on appelait donc en spécifiant les permissions et un commentaire en texte pour qu'on sache de quoi on parle. Donc ici on a nos deux variables, permission et permission underscore texte. On affiche un titre, on affiche un petit message et on vient faire la commande à proprement parler, donc la commande find qui est exécutée dans des tas de scripts similaires que vous lancez peut-être à la main des fois pour faire des recherches. Ici en fait on lui passe juste une variable, la variable permission. Comme ça, on peut le réutiliser plusieurs fois sans devoir retaper une longue commande et puis éventuellement des erreurs typographiques ou autre. Check Rateable Directories. Là, c'est vraiment une commande générique appliquée à tout le système, là, et pas dans un endroit en particulier où je cherche tous les répertoires qui peuvent être accessibles en écriture. Check File, c'est en fait la fonction qu'on va utiliser à l'intérieur d'une autre fonction, qui est la fonction juste en dessous, qui est Interesting File, celle où je cherche les fichiers qui m'intéressent et où je dis en gros, pour chaque fichier présent dans la liste Interesting File, donc la variable Interesting File, je vais exécuter la fonction checkFile. Donc juste ici, je viens faire cette recherche. Fonction checkWriteableFile, elle vient chercher des fichiers dans lesquels je peux écrire qui sont dans les endroits qui m'intéressent. Ici en exemple, c'était le /var tmp, dev/shm et ça m'en donne la liste. La checkCompressedFile, il n'y a pas beaucoup de surprises, vous voyez, c'est la même construction, une petite boucle. Et là, on vient chercher pour toutes les extensions qui sont présentes dans la variable compressed_file extension, donc la liste ici, là, zip, tar, gz, rar, bz2, zst, etc. Je fais une recherche et puis j'en donne la liste. Check sudo nous donne la liste des commandes sudo qui sont disponibles sur la machine. Donc ici, c'est un sudo-l en fait. On pourrait très bien imaginer quelque chose de plus élaboré en fonction du use case ou de votre propre expérience. Le check process est un PS AUX WWF qui nous donne
une fonction. C'est vrai que j'aurais pu faire sudo-l, hein, ça vous donne ça, donc toute une liste de commandes qui vont être autorisées. Ensuite, on avait donc le PS, AUX, WWF, ça donne ce format-là, qui est un format moi, qui me sied bien, pour des fois détecter des petites choses qui m'intéressent. Donc là, vous y mettez bien sûr le commande et les formats que vous voulez. On aurait très bien pu aller chercher dans le /pros, hein, des choses qui nous intéressent, tout ça. J'ai limité pour que le script soit encore une fois simple. Le but, c'est que vous l'enrichissiez de votre propre expérience. Cron tab, ben ici, on va venir checker la cron tab avec la commande cron tab. Bon, ici, il n'y a rien. Mais s'il y avait quelque chose à l'intérieur, par exemple, je sais pas, je vais mettre daily test, peu importe. Donc, la commande echo test qui nous donnerait le résultat test. Mais en fait, si on fait comptable-l, on va l'avoir ici. Donc cette ligne de commande, elle peut nous servir à voir des tâches qui sont exécutées régulièrement sur le système, ce qui peut être après recombiné avec les recherches qu'on a fait dans le /var/tmp, le /tmp, etc. pour voir des fichiers qui sont peut-être créés par ces tasks et qu'on peut exploiter par la suite parce qu'il peut y avoir des droits spécifiques à l'intérieur du script, ou simplement parfois dans les paramètres, il arrive qu'on trouve des choses qui sont passées qui ne devraient pas y être. On revient dans notre fichier. Check connection, ça en fait c'est l'équivalent d'un netstat-tnpu, seulement comme la commande netstat a tendance à disparaître des fois des systèmes, je l'ai remplacé par une commande test. Je trouvais que le nom netstat était vachement plus cool personnellement. Donc si on faisait netstat-tnpu, voilà, on obtient une liste en fait, de ports à l'écoute, etc. sur la machine. Si on vient faire tunapo, tunapo, ben on obtient à peu près la même chose. En réalité, dans mes propres scripts, j'utilise les deux commandes. En général, pourquoi? Parce que parfois vous avez les droits sur une commande et pas sur l'autre commande, donc ça peut être utile. Alors encore en fonction du use case. On revient à la partie que vous avez vue à la fin, donc l'exécution à proprement parler. Alors, on peut s'amuser à lancer the script pour voir ce que ça nous donne. Est-ce que ça va s'exécuter normalement? Bon, voilà, on le voit travailler. Cette machine ne me sert de toute manière que pour mes vidéos. Donc vous voyez, elle va faire toute sa recherche, nous donner tout ce qu'elle trouve éventuellement d'intéressant. Et voilà, une fois qu'elle a fait ça, si par contre on lui rajoute commande, du coup, on fait l'option "-save", donc si on fait la même chose avec un "-save", elle va travailler de la même façon, mais vous allez vous retrouver avec un fichier de rapport que vous pourrez utiliser. Alors, un exemple des choses que je fais des fois, c'est que je génère des rapports à intervalles réguliers. En fait, je viens faire un comparatif avec la commande diff, par exemple, pour voir les écarts qu'il y a entre deux rapports, parce que des fois, on peut trouver des petites choses intéressantes, des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, des choses qui sont cycliques, qui peuvent vous aider. Donc, si on regarde, je fais un report-creator, voilà, on a un fichier, creator-2023, 07 01 15 45, donc vous savez qu'il est 15h45 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc là on peut retrouver toutes les recherches qu'on a fait, donc not checking for SUID, not checking for SGID, nos recherches de bash history, les fichiers de connexion SSH, no host, authorized key, bon là il n'y en a pas en l'occurrence. L'endroit se trouve une clé publique, une clé privée, les répertoires, il va chercher justement les fameux fichiers dans lesquels on peut éventuellement écrire, donc là on peut trouver des choses éventuellement intéressantes dedans. Bon, là, ça va être essentiellement des fichiers de l'utilisateur, mais il peut y avoir un intérêt. On en trouve aussi dans DevSHM, dans VarTMP. Ça, ce sont toutes des petites pistes que vous pouvez exploiter et qui sont très intéressantes sur un serveur. Alors, les fichiers zip, c'est vrai que dans les USR-char, etc., vous pouvez avoir pas mal de choses. Mais les zones qui vous intéressent, c'est des endroits comme ici, towerlogo.zip. C'est pas quelque chose de très intéressant, mais ça aurait pu être un fichier intéressant en l'occurrence. Il va chercher les pointards. Si on voit par exemple ce fichier pointard, un fichier que j'ai téléchargé avant, et vous pouvez tomber comme ça. Alors c'est vrai que ça demande du temps, mais je peux vous assurer que j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de fois des moyens, soit de compromettre un système, soit de faire une élévation de privilèges, soit de faire un leak d'informations critique par ce. Vous pouvez rajouter des filtres avec des grep-v à votre script pour dire bon mais ignore ce qui est dans le man parce que je pense que personne n'est assez tordu pour aller cacher quelque chose dans le man par exemple. Il y en a avoir pas mal parce que là on est sur une station, on n'est pas sur un serveur. J'aurais peut-être dû vous le lancer sur un serveur, ça aurait été beaucoup plus parlant. Si on va directement, on peut commencer par la fin du fichier. Là on voit tous les processus qui sont en train de tourner sur la machine, quel nom d'utilisateur, en fait pour tous ceux auxquels on a accès en tout cas, avec quelles options ils sont lancés, donc des choses qui peuvent avoir leur utilité. Puis on avait la liste des connexions qui sont actuellement ouvertes, des ports qui sont actuellement ouverts et qui tournent sur la machine, notre fameuse cron tab dans laquelle on avait rajouté notre éco-test juste avant, la liste des commandes sudo que je vous avais montré aussi séparément, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé ou vous aura plu. En tout cas, vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me partager vos propres créations. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt. Bye.